dans cette conférence. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être là pour vous parler d'un thème qui est l'autoconsommation collective. Donc, tout d'abord, peut-être pour se présenter, on appartient à la direction commerciale régionale d'EDF, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, moi, Stéphane Aubert, je suis directeur territorial sur les départements de Savoie et de Haute-Savoie. Je regarde le micro. Voilà. Et puis, mon collègue Simon Declercq, qui est de la même direction, qui est en charge de la partie énergie, chef de projet énergie, et plus particulièrement de l'énergie solaire sur notre direction. Voilà. Comme je vous l'ai dit, donc on est ravis d'être là. On intervient sur un thème qui est l'autoconsommation collective. Donc c'est un thème de l'énergie solaire. Le lien avec ce forum de l'économie circulaire, eh bien, il n'a pas été évident au début, mais finalement ça s'intègre plutôt bien. Vous parlez d'énergie, en tout cas d'autoconsommation collective, donc on est bien sur un partage de l'énergie au sein d'un territoire. Et puis ce matin, j'ai entendu 4 mots dans la partie introductive, c'était coopération, territoire, ressources et environnement. Donc en tout cas, l'intervention devrait un peu rentrer dans ce cadre. Donc c'est un sujet qui peut être un peu technique, l'autoconsommation collective. Donc on a choisi de vous présenter ça plutôt sous forme de retour d'expérience pour essayer de montrer en pratique comment ça pouvait se mettre en place dans des territoires. On va faire une présentation en 3 temps. La première partie, c'est pour vous expliquer un petit peu le concept de quoi on parle, hein, qu'est-ce que l'autoconsommation collective. Une deuxième partie plus dédiée effectivement au retour d'expérience sur trois cas d'usage au niveau national, donc qui ont été accompagnés par EDF. Des cas d'usage un petit peu diversifiés qui vous permettent de voir un peu le panel de ce qui se développe en France aujourd'hui sur le sujet. Et puis un dernier temps qui consiste à faire un peu un bilan de ces expériences-là et de faire un peu de prospective et voir un peu comment ce sujet peut se développer sur les territoires. Voilà, donc pour démarrer, juste pour compléter sur le pourquoi on intervient sur ce sujet de l'autoconsommation collective, de manière plus large, on est dans le cadre de l'accompagnement des territoires sur le sujet de la transition énergétique. Les collectivités sont toutes fortement engagées, enfin diversement, mais en tout cas s'engagent à travers notamment les plans climat, air, énergie territoriaux sur un bilan de leur consommation d'énergie et sur les émissions de gaz à effet de serre, sur des objectifs et sur des plans d'action. Donc en tout cas, il y a cette volonté des territoires de travailler sur les sujets de transition énergétique. Quelques thématiques qui sont abordées dans ces cadres-là et qui sont listées là. J'en profite juste pour vous mettre en avant deux outils en fait, qui sont à disposition, que EDF met à disposition sur ses sites internet. À droite, c'est un bilan énergétique territorial qui est en ligne sur le site EDF Collectivité, et donc que les collectivités ou les habitants peuvent aller consulter pour connaître la quantité d'énergie consommée par le territoire, les émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité et le potentiel énergétique en matière d'énergie renouvelable du territoire. Le deuxième outil, c'est un magazine qui sort 3 ou 4 fois par an et qui montre des exemples de collectivités ou d'entreprises, principalement de collectivités, qui s'engagent sur ces sujets de transition énergétique, sur les différentes thématiques que vous voyez là. Voilà, donc après, effectivement, pour zoomer sur le sujet du jour, on est sur la thématique des énergies renouvelables locales. Donc aujourd'hui, dans ces plans climat et dans ces actions de travail autour de la transition énergétique, les collectivités, et on les accompagne sur le sujet, travaillent à essayer de valoriser les énergies renouvelables locales, que ce soit des énergies thermiques. On parle d'énergie de récupération, par exemple. Aujourd'hui, il y a des projets d'aller récupérer des énergies chez des industriels pour les valoriser dans des réseaux de chaleur, par exemple. Je vous cite cet exemple-là. Donc, il y a un panel d'énergie qui est disponible sur le territoire et qui peut être valorisé localement. Le solaire, du coup, pour y arriver, s'inscrit vraiment dans cette dynamique, avec une énergie qui est disponible et donc qui s'inscrit, en tout cas pour nous, dans ce panel des énergies renouvelables locales que l'on peut mobiliser. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'était pour poser un petit peu le cadre, et maintenant on va rentrer dans le sujet. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler de production et de partage
d'énergie locale et bas carbone. L'idée, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on peut développer comme circuit énergétique plus décentralisé à l'échelle, effectivement, d'un territoire, d'un quartier, voire d'un bâtiment. Et pour ça, effectivement, on va s'adosser à des technologies qui produisent une électricité peu émettrice de gaz à effet de serre, donc notamment le photovoltaïque. Donc on parle de production locale d'énergie, et plus spécifiquement d'électricité, avec la technologie photovoltaïque. Je vous refais un rapide historique, effectivement, de ce qu'il est possible de faire pour valoriser... Ah, je ne vais pas dans le bon sens. Hop. Cette électricité, historiquement, c'est un marché qui a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et pour faire émerger les filières photovoltaïques en France, l'État a mis en place des contrats d'achat de cette électricité à long terme, 20 ans en l'occurrence, EDF étant un acheteur obligé de cette électricité. Donc l'idée, c'était de faire émerger les filières. Donc ça, c'est le modèle qui est historique de vente, de réinjection de l'électricité sur le réseau et de revente à EDF, obligation d'achat. Plus récemment, on a vu un modèle où les acteurs produisent pour couvrir une partie de leurs propres besoins. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Le fait de produire sa propre électricité et de l'utiliser pour soi-même. Il y a un seul producteur et un seul consommateur dans cette configuration. Donc ça, c'est un cas particulier qu'on appelle l'autoconsommation individuelle et qui se généralise à ce qu'on peut appeler l'autoconsommation collective, où l'idée, c'est effectivement l'association de plusieurs producteurs d'un côté et plusieurs consommateurs de l'autre. Toujours dans une logique de produire localement une énergie bas carbone qui reste en circuit court. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une opération en autoconsommation collective? La première, c'est qu'effectivement, on a plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs qui s'associent. Il peut y avoir un seul producteur. Généralement, c'est quelques producteurs, un ou deux ou trois. Il peut y avoir beaucoup plus de consommateurs. L'idée, c'est qu'ils s'associent dans une boucle. Donc, on va définir, parce que le terme proche est assez significatif et dimensionnant dans les projets. La deuxième caractéristique, c'est celle de l'existence d'une personne morale. Donc, la personne morale, c'est une entité juridique, c'est donc pas une personne physique, qui est chargée de gérer toute cette opération. Donc, grosso modo, elle gère le périmètre, les producteurs dans l'opération, les consommateurs, et puis tous les flux à la fois d'énergie et les flux économiques de l'opération. L'idée, c'est que cette personne morale organisatrice gère l'opération dans son ensemble. La troisième caractéristique, c'est effectivement celle de la répartition de cette énergie entre les producteurs et les consommateurs. Donc, c'est ce que j'indique en bas à droite. Il y a la mise en place d'une clé de répartition. Donc, ça veut dire qu'on définit à l'avance qu'en fonction de la quantité d'énergie qui va être produite, elle sera répartie de telle ou telle manière entre les différents consommateurs. Et c'est quelque chose qui peut être fixe dans le temps, ça peut être dynamique. C'est effectivement à la personne morale organisatrice de trouver la bonne clé de répartition pour que, économiquement, il y ait un intérêt pour l'ensemble des participants. C'est la quatrième caractéristique. Une production locale en circuit court d'énergie n'a de sens que si elle a un intérêt économique. L'idée, c'est que si les consommateurs, à la fin, perdent l'énergie et l'électricité plus chère, certes, on est en circuit court, mais il faut bien que le consommateur s'y retrouve. Donc, pour vous donner un peu une idée de l'ampleur de cette dynamique à l'échelle de la France, je vous ai mis les données Enedis actualisées à la fin du deuxième trimestre de 2021. Donc on voit qu'on avait à peu près 64 opérations en cours en France, qui étaient mises en service d'ailleurs. Il n'y a pas de critères géographiques, même si j'ai l'impression qu'effectivement le centre et l'est de la France sont un peu dépourvus. Donc il n'y a pas de logique avec la quantité d'ensoleillement, par exemple. C'est plus lié à la volonté des acteurs du territoire et des citoyens de se lancer dans ce type d'opération. Donc on voit une caractéristique d'une opération moyenne en autoconsommation collective, 2 producteurs et 11 consommateurs. C'est à peu près les chiffres qu'on retrouve si on divise le nombre de participants par le nombre d'opérations. On retrouve une douzaine de participants à chaque fois. Et Enedis anticipe donc une centaine d'opérations mises en service d'ici la fin de l'année. Donc c'est pas un doublement, mais on voit que la dynamique est très très forte
Et on va voir qu'il y a des éléments pour expliquer cette dynamique. Et donc Stéphane va commencer par nous présenter justement le retour d'expérience sur trois projets, trois opérations d'autoconsommation collective qu'EDF a accompagnées ces dernières années. Merci Simon. Alors l'idée c'était... C'est dans l'autre sens. Voilà. On va montrer trois cas pratiques qui sont aujourd'hui en fonctionnement sur des cas d'usage un peu différents. Le premier qui était chez un bailleur social, donc production d'énergie sur un bâtiment et partage d'énergie au sein de ce même bâtiment dans les logements. Un deuxième qui est sur le patrimoine d'une collectivité territoriale qui produit sur un bâtiment et qui consomme sur des autres bâtiments, d'autres points de livraison. Et le troisième qui est un peu plus large, qui est sur un nouvel aménagement avec un promoteur immobilier au sein d'un nouveau quartier à Lyon. Alors, on a une petite vidéo qui dure 3 minutes, qui va matérialiser peut-être ce qu'on essaye de vous expliquer et vous montrer le cas d'usage sur un bailleur social, de Logis Sevenol, dans le Gard. Voilà. L'autoconsommation, c'est le fait de produire soi-même de l'énergie et de la consommer sur place. Ça s'applique aujourd'hui beaucoup à l'énergie solaire. Le groupe EDF s'est intéressé très tôt à l'autoconsommation, à la fois à l'autoconsommation individuelle et puis, plus récemment, le groupe EDF s'est également engagé à développer l'autoconsommation collective. Le projet Rochebel est très important pour le groupe EDF puisque c'est la première opération d'autoconsommation collective que nous suivons de A à Z depuis la conception jusqu'à la mise en service. Pour ce qui concerne notre opération, elle est en plus très importante puisqu'il y a 100 participants à cette opération, ce qui en fait une opération bien plus importante que la somme de toutes les autres opérations réunies. Le projet s'appelle Le Soleil de Rochebel. Il s'agit d'une opération d'autoconsommation photovoltaïque collective. Logis Sevenol est particulièrement attaché depuis très longtemps à la maîtrise des charges locatives, notamment des dépenses communes. Le photovoltaïque s'est imposé comme une solution qui permettait de répondre à ce besoin-là. Le bénéfice pour le locataire est bien réel et ces gains sont d'environ 100 € par an et par logement sur la durée de vie du projet. Ce qu'on a souhaité, c'est pouvoir faire bénéficier aux locataires de ces économies directement avec une idée simple. On produit localement, on consomme localement. C'est là qu'est arrivée l'idée de se dire on va se servir des ballons d'eau chaude comme finalement de batterie. La production d'électricité est basculée sur les ballons qui vont se réchauffer avec de l'énergie gratuite au lieu d'utiliser de l'énergie qui vient du réseau et qui est payée par les locataires.
Voilà, donc ça permet un peu de matérialiser ce que peut être une opération d'autoconsommation collective. Cette opération, donc, je ne vais pas tout vous résumer parce que ça a été dit dans la présentation. Elle a été mise en service en avril 2019. À l'époque, effectivement, on parlait d'une centaine de participants à l'opération, qui sont donc les propriétaires ou les locataires des logements. À l'époque, c'était une des plus grosses en France. Aujourd'hui, je crois qu'il y a en France 64 opérations d'autoconsommation collective, en tout cas à fin juin, et il y a 700 participants dans l'opération. Donc, voilà, c'est pour donner des ordres de grandeur. Peut-être une particularité du projet. Donc, effectivement, l'énergie est produite par les panneaux solaires et donc consommée au sein des logements. Et la petite particularité du projet, c'est qu'il a été mis en place un système permettant de piloter les ballons d'eau chaude pour faire en sorte que la mise en route du ballon d'eau chaude se fasse au moment où il y a du soleil. Donc, de manière à optimiser le taux, justement, d'autoconsommation pour les locataires. Et en gros, ce qu'on appelle le taux de couverture des besoins sur cette opération-là monte autour de 20%. C'est-à-dire qu'en gros, 20% des usages des communs et 20% des usages des locataires sont couverts en moyenne par cette installation. Un deuxième exemple qui là est plus proche de nous, qui est en Savoie, avec la commune de la Motte-Servolex. On est sur un concept un peu différent. Au lieu de partager au sein du même immeuble, là on a un partage au sein d'une opération d'autoconsommation collective, non pas entre plusieurs participants, puisque c'est la commune de la Motte-Servolex qui est à la fois producteur et consommateur. Par contre, on a là un partage géographique à travers une opération d'autoconsommation collective qu'on appelle étendue. Donc c'est un dispositif qui permet de regrouper des producteurs ou un producteur et des consommateurs au sein d'un rayon d'1 kilomètre. Donc on peut avoir 2 kilomètres entre les participants les plus éloignés. Et donc dans cette opération, elle réunit une centrale solaire qui est certes modeste, qui fait 24 kilowatts, qui est le bâtiment en haut à droite, qui est une salle de spectacle, donc qui est l'étoile jaune sur le bâtiment, sur la photo, pardon. Et puis plusieurs consommateurs qui sont les étoiles bleues. Alors au départ de l'opération, elle était circonscrite au premier cercle que vous voyez, donc géographiquement proche de la production, avec 2 points de consommation qui étaient la maison des associations et une école de musique. Et effectivement, le taux d'autoconsommation n'était pas optimum puisque 25% seulement de l'énergie produite était autoconsommée par ces bâtiments. Il n'y avait pas forcément adéquation entre la production solaire et la consommation des bâtiments. Voilà. Donc, la commune a souhaité du coup élargir ce périmètre d'autoconsommation et ont été intégrés dans l'opération 3 nouveaux sites qui sont l'hôtel de ville, un EHPAD et une cuisine centrale. Et ce qui fait que maintenant, les 24 kW de production produisent 24-26 MWh par an, sont 100% autoconsommés par l'ensemble de ces bâtiments. Voilà, donc c'est une forme de partage de l'énergie, cette fois-ci répartie géographiquement sur le patrimoine de la collectivité. Et puis le dernier exemple, qui est, alors là on monte un petit peu d'un cran en termes de taille de projet. On est à Lyon, sur le quartier de la Confluence, sur un aménagement neuf, avec un projet immobilier porté par Ogic, promoteur. Et donc vous le voyez en haut à droite, on est sur un nouveau quartier qui est sorti de terre, puisque je crois que les bâtiments maintenant fonctionnent et l'opération est en service. On est sur un quartier mixte avec des bureaux, des logements, des commerces, des logements sociaux, une résidence. Et donc c'est ce qui en fait un peu la particularité, c'est que là on partage, en tout cas l'énergie, l'électricité est partagée entre des consommateurs qui ont des typologies différentes. L'intérêt, il est effectivement de pouvoir mutualiser et foisonner, c'est un terme qu'on aime bien dans le domaine, foisonner en fait les consommateurs entre un consommateur de bureau qui va consommer plutôt la journée et puis un consommateur logement qui va consommer plutôt le soir. Donc ce qui permet quelque part d'aller optimiser le taux d'autoconsommation. Celle-ci, elle a été mise en service en mai 2020 et elle a aussi une petite particularité qui est pas forcément, qui sera peut-être pas forcément reproductible sur d'autres opérations, mais en tout cas, ça a été un peu une opération un peu pilote. C'est la mise en place d'une batterie de 200 kWh qui permet en fait de stocker l'excédent d'énergie produit au moment où il y a du soleil et de le restituer le soir aux habitants pour alimenter les logements. Donc, ce qui a permis, dans cette opération-là, d'augmenter le taux de couverture des besoins de 20% à 50% de la consommation de l'îlot. Alors, ça peut paraître beaucoup,
mais on est sur des bâtiments neufs, donc qui sont assez peu consommateurs, et on parle des usages spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas couvrir les besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui sont couverts par un réseau de chaleur local. Voilà, on a pareil une petite vidéo qui dure 1 minute, qui est produite par Ogic, qui présente l'opération et qui devrait vous permettre de l'illustrer aussi. Voilà, donc globalement, vous avez vu à peu près différents cas d'utilisation de ces opérations d'autoconsommation collective. La dernière partie qui nous reste, c'est effectivement tirer un bilan de ces cas d'usage, vous présenter notre vision sur le sujet et faire un peu de prospective. Il y a des freins qu'on a clairement identifiés et on a subi les écueils. Le premier, c'est la complexité de la gestion administrative, tout simplement parce qu'on a toujours plusieurs consommateurs, éventuellement plusieurs producteurs d'énergie. Il y a toujours le gestionnaire de réseau avec lequel il faut faire affaire dès qu'on introduit de l'électricité sur le réseau. Et puis, on l'a vu, la totalité des besoins en électricité ne sont pas couverts par l'opération. Donc, il y a toujours besoin d'un fournisseur d'énergie. Et plus il y a de participants consommateurs, plus potentiellement il y a de fournisseurs d'énergie en face. Donc ça commence à faire beaucoup de monde. Ça complexifie la gestion administrative parce qu'on imagine très très bien qu'il y a des flux d'énergie entre tous ces acteurs, des flux de données et surtout derrière des flux économiques avec des problématiques aussi basiques que celles de la facturation. Et évidemment, pour que les consommateurs finaux aient un intérêt économique, il faut que tout ça soit parfaitement coordonné avec les problématiques de tarifs d'utilisation du réseau public d'électricité, entre autres, et des questions de taxes. On y reviendra dans le dernier point sur la question de la fiscalité. Deuxième frein important, c'est celui des règles à mettre en place. Je vous ai parlé d'une des caractéristiques qui est liée à la clé de répartition de l'énergie entre tous les acteurs. Donc cette règle est à définir. Et on imagine que la personne morale organisatrice, elle doit réussir à mettre entre guillemets, tout le monde d'accord autour de la table. Donc ces règles sont à définir. La documentation juridique et contractuelle également. Si on prend l'exemple de l'opération de promotion immobilière, il y a un devoir d'information envers les futurs locataires. Il faut leur expliquer la démarche. Il faut leur donner la possibilité de participer ou de ne pas participer. L'idée n'est pas d'imposer aux gens de participer à l'opération. Donc toute cette documentation et ces règles qui sont établies. Et là, on touche directement à l'humain. Donc, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Troisième point, celui de la gouvernance dans le temps. Puisqu'une fois qu'on a mis toutes ces règles en place et la documentation, on a l'impression d'être tranquille pour 30 ans parce que c'est la durée de vie de l'installation. Mais pas du tout, puisque ça peut être l'opération est à périmètre variable. S'il y a des consommateurs locataires, s'il y a un changement de locataire, par exemple, et que le repreneur ne souhaite pas participer à l'opération, mais il faut être capable de gérer cette modularité. Donc ça nécessite, pour respecter l'intérêt économique pour tous, d'avoir une gouvernance qui est efficace, avec des outils et des processus qui sont rodés. Si on aborde ce type d'opération de façon artisanale, ça peut rapidement devenir une usine à gaz. Dans l'optique du dernier point qui est pour moi primordial, c'est celui de l'intérêt économique, et évidemment lié à la fiscalité. On va le voir juste après, il y a une évolution du cadre législatif et réglementaire qui favorise, ça c'est une bonne nouvelle, ce type d'opération. Encore est-il qu'il faut maîtriser ses coûts de fonctionnement notamment pour que l'intérêt économique pour les différents participants soit avéré. À travers nos expériences, effectivement, on a vu que les gains étaient quand même relativement faibles.
si effectivement le projet n'est pas subventionné, il peut même parfois être nul. En tout cas, dans le cas d'opérations d'autoconsommation collective, on parle de temps de retour qui sont très très longs. On se projette dans ce type d'opération sur des logiques longues. On parle clairement plus de 10 ans. Donc effectivement, ça n'est pas une poule aux œufs d'or, c'est bien une logique de boucle locale où il y a une forme de solidarité et il ne faut pas rechercher effectivement des économies monstrueuses à la clé. Donc c'est pas facile, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a plusieurs freins à lever. Malgré tout, en tant que groupe EDF, effectivement, on est déjà leader sur l'autoconsommation individuelle. On commence à avoir une très bonne expérience en matière d'autoconsommation collective. On a un socle de compétences fortes et puis on a développé de nouvelles compétences à travers l'accompagnement dans ces projets. Donc je pense notamment à la gestion et la valorisation du surplus. Tout ce qui est produit n'est pas consommé par les consommateurs. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette électricité en surplus? Il faut bien la valoriser pour que l'opération ait toujours une équation économique favorable. Les outils, on l'a vu, pour que ça ne devienne pas une usine à gaz, il faut développer l'outil qui va bien pour pouvoir informer les consommateurs. Qu'est-ce que l'installation a produit aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu vous consommer? Quel a été l'impact direct sur votre facture? C'est le type d'outil qui permet effectivement d'impliquer les consommateurs dans l'opération, leur donner envie de participer finalement, et puis assurer toute la gestion de la facturation et des flux avec le gestionnaire de réseau derrière, pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc on est présent sur toute la chaîne de valeur, effectivement, comme on le voyait dans la première vidéo. On va être capable aujourd'hui d'accompagner les projets de A à Z. On l'a vu avec l'exemple de la collectivité territoriale. On est aussi capable de s'intégrer dans une équipe projet où effectivement on n'est pas en charge de tous les aspects du projet. Et réellement aujourd'hui, le groupe cherche on a réellement la volonté d'accompagner davantage ce type de projet en lien avec la dynamique qui est en cours. Notamment en phase de montage et de lancement de l'opération, parce que c'est là qu'on fait les choix très structurants. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que si on s'engage dans la mauvaise voie, ça peut traîner et l'opération ne peut malheureusement jamais se concrétiser, ou en tout cas pas avec un bilan très positif. Et puis donc la clé pour ça, c'est d'avoir un outil et des méthodes robustes pour pouvoir gérer efficacement l'opération une fois qu'elle est mise en place. Stéphane, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Voilà. Alors, juste pour rajouter quelque chose, on vous parle aujourd'hui d'autoconsommation collective. On est dans le forum de l'économie circulaire, donc c'était l'idée de partager cette nouvelle solution. Il y en a 64 en France, c'est un nouveau modèle. Donc là, on vous montre qu'il y a des freins, il y a des opportunités. Pour des industriels, et d'ailleurs pour tous les projets, il faut vraiment reposer les 3 modèles de base qu'on vous a montrés au départ. L'injection, avec un tarif d'obligation d'achat. L'autoconsommation individuelle, pour un industriel qui a des gros talons de consommation, c'est la solution la plus économique, la plus évidente aujourd'hui. Et l'autoconsommation collective, elle a du sens. On l'a vu, c'est pas du tout que économique pour l'instant. Donc il faut aussi qu'il y ait une volonté de partage d'énergie. Ça permet aussi d'apporter une notion de travailler ensemble. Quand on monte une opération comme ça, eh bien, les locataires ils vont se sentir impliqués dans leur facture d'énergie. Ils vont peut-être modifier leur comportement. Donc voilà, juste pour redire que sur un projet, il y a les panneaux, l'installation, etc. Et il y a le modèle de valorisation de l'électricité. Et il faut bien poser ce sujet-là au départ. Et ce n'est pas parce qu'on vous parle de ce modèle-là aujourd'hui que les autres modèles ne sont pas à regarder. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc un nouveau modèle de partage de l'électricité qui s'ouvre à tous grâce à une évolution législative et réglementaire. Entre la gauche et la droite de la frise, il se passe 6 ans. Tout à gauche, c'est la première fois on voit le mot autoconsommation collective dans les textes de loi français. Et puis progressivement, on voit apparaître des éléments tels que l'élargissement tout à l'heure dans l'introduction, je vous ai dit que les consommateurs et producteurs devaient être relativement proches au sens de la loi. Ça prend son sens là effectivement. Au début, toutes ces personnes devaient être au sein d'un même bâtiment. Puis la loi a permis à ce que, comme dans le cas de la mode Servolex, ces participants soient répartis dans un disque de rayon 1 km, grosso modo. Donc la distance entre les 2 participants les plus éloignés soit de 2 km. Sur dérogation, pour que ces opérations puissent se développer en milieu rural en 2020,
On a eu une possibilité d'élargir cette composante géographique à 20 km. Donc ça ouvre les potentialités, même si c'est toujours sur dérogation. Une évolution vis-à-vis du gestionnaire de réseau. Avant, tous les participants devaient être sur le même réseau basse tension. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais grosso modo, la majeure partie des consommateurs en France sont raccordés à ce réseau. Et là, la possibilité, c'est que les participants à l'opération puissent être raccordés sur le réseau de plus haute tension. Donc, le critère géographique plus ce critère réseau, ça élargit encore les possibilités. Après, toute la difficulté, c'est effectivement de fédérer l'ensemble des acteurs qui veulent monter une opération au sein d'une PMO pour que l'opération se concrétise. La possibilité pour les bailleurs sociaux de eux-mêmes remplir ce rôle de personne morale organisatrice. Donc ça, c'est une démarche administrative à faire en moins. Ça a été rendu possible par la loi du 5 juillet 2021. Donc ça, c'est extrêmement structurant. C'est également le cas, c'est également possible pour les collectivités territoriales. Et puis, très récemment, une ouverture avec des dispositifs de soutien à ce type d'opération qui favorise économiquement l'opération. C'était jusque-là un point quand même relativement bloquant. Là, pour des questions de coût d'accès au réseau et de fiscalité, donc des questions de taxes, ce type de projet va être favorisé. Et ça, c'est tout récent, c'est ce que je vous souligne là, à travers donc, un arrêté tarifaire qui a été publié mercredi. C'était le 6, donc, au journal officiel, donc c'était mercredi. Et donc la possibilité de valoriser donc, sur tout ce qui est produit localement par l'installation, mais qui n'est pas consommé par les consommateurs de l'opération d'autoconsommation collective, ce surplus peut être valorisé à travers toujours l'obligation d'achat d'EDF. Donc ça vient améliorer le bilan, et donc ça favorise la concrétisation des projets. De la même manière, via un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie qui est paru au mois d'août, on a une compensation des coûts d'accès au réseau, ce qu'on appelle communément le TURP, ainsi que une majeure partie des taxes sur la consommation d'électricité qui sont compensées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective. Ça, c'est seulement pendant 10 ans, alors que l'opération elle va durer au moins 30 ans, puisque c'est la durée de vie de l'installation. Néanmoins, toutes ces mesures législatives et ces mécanismes de soutien sont en faveur d'une accélération de ce type d'opération à l'échelle française. Donc tout ça est très positif. Quelles sont les perspectives ? On l'a vu, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a quelques tensions sur les marchés de l'énergie et notamment l'électricité. Je ne reviendrai pas sur les raisons, mais tout ça, c'est des signaux assez forts qui nous disent qu'effectivement, des boucles plus locales qui nous permettent de s'affranchir en partie de la volatilité des prix de marché, c'est une bonne chose. Ça permet de protéger le consommateur final. Donc c'est clairement une tendance forte qui est plébiscitée par tous les acteurs du territoire, entreprises, collectivités territoriales, bailleurs sociaux, on l'a vu, dans une logique plus participative, plus solidaire. On l'a vu, des évolutions réglementaires et législatives récentes. On en attend encore d'autres pour faciliter, simplifier la mise en œuvre de ce type d'opérations, de façon à les rendre plus compétitives et donc de favoriser le passage à l'acte. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, c'est notamment les 2 derniers dispositifs de soutien, ça donne de la visibilité sur plusieurs années pour développer sereinement, dans un cadre stable, ce type d'opération. Ça, c'est extrêmement important pour les porteurs de projets, parce que si la législation change tout le temps et que le gouvernement revient sur des annonces, c'est pas possible de développer sereinement ce type de projet. On voit également que les acteurs du territoire dépassent les logiques habituelles qui sont je m'occupe juste de moi-même, de mes besoins et je m'occupe pas de mon voisin. Là, effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec la recherche pour recenser les boucles, les flux de matière en boucle plus locale. Dans la conférence d'introduction, on voit la même chose se passer entre acteurs privés, entre quelqu'un qui aurait des terrains mais peu de consommation. Par ailleurs, un autre industriel, par exemple, qui aurait beaucoup de consommation mais peu de surface, qui serait voisin. Est-ce qu'il y en a un qui ne ferait pas une installation sur ses terrains, puis qui revendrait une partie de l'électricité à son voisin,
qui lui a besoin, souhaite faire de l'autoconsommation individuelle par exemple, mais n'a pas les surfaces. Donc c'est là où l'autoconsommation collective prend tout son sens. Il y a le même type de solidarité qui existe entre public et privé. J'ai l'exemple récent d'une zone d'activité gérée par un acteur public, avec du foncier qui n'est pas constructible ou dans un périmètre où une entreprise ne peut pas s'implanter. Qu'est-ce qu'on fait de ce terrain ? Eh bien, il y a des acteurs autour qui voudraient produire eux-mêmes leur électricité, mais ils n'ont pas le foncier. L'acteur public met à disposition ce foncier pour couvrir une partie des besoins en électricité des voisins. Voilà, c'est le genre de logique. Il faut dépasser son propre périmètre, ses propres intérêts particuliers pour les chercher au-delà. Et puis, point à souligner, on voit émerger un nouvel acteur que sont les communautés d'énergie. Donc, il y en a deux types, renouvelables ou citoyennes. Une communauté d'énergie citoyenne, c'est un ensemble de personnes qui s'associent pour mener un projet qui est lié à l'énergie, mais pas forcément la production locale. Ça peut être moins consommé plus durable. Par contre, pour ce qui est des communautés d'énergie renouvelable, effectivement, c'est un groupe de personnes qui s'associent pour monter notamment une opération d'autoconsommation collective. Et donc la loi de climat et résilience de la fin du mois d'août leur permet également d'être personnes morales organisatrices. Donc on pense à l'avenir qu'elle va avoir un rôle à jouer. Enfin, ces communautés vont avoir un rôle à jouer. On ne voit pas encore très bien clairement comment ça va se concrétiser, mais en tout cas on est à leur écoute pour les accompagner dans leur volonté de développer ce type de projet. Et donc je conclus sur des choses qui ont déjà été dites, mais donc à retenir une très forte dynamique de ce type d'opération en France. Sur 2021, on va quasiment doubler le nombre d'opérations mises en service. Donc à l'instar de l'autoconsommation individuelle, la dynamique sur l'autoconsommation collective se met en marche et s'accélère. Nous sommes, en tant qu'acteurs majeurs, évidemment à l'écoute des porteurs de projets pour les accompagner du mieux qu'on peut. On ne cherche pas à accaparer l'ensemble des projets, on va juste apporter les briques auxquelles les porteurs de projets n'auraient pas accès, que ce soit la partie outils ou la partie conseil et montage de l'opération en amont. Et puis, un cadre législatif et réglementaire qui est favorable depuis mercredi, en l'occurrence. Donc c'est un signal fort et c'est le moment. Vous aurez nos coordonnées juste après, mais effectivement, sentez-vous libre de nous contacter si vous entendez des porteurs de projets qui sont un peu perdus, qui ne savent pas par quel bout prendre leur opération. On pourra vous conseiller, ou vous orienter vers des acteurs plus locaux qui peuvent vous accompagner dans la mise en œuvre de ce type de projet. Voilà, merci de votre attention à tous. Stéphane, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, et sinon... Je crois qu'on a écoulé le temps, mais on va pouvoir prendre des questions. Non, voilà, on a fini. C'est un sujet quand même qui est assez technique et on est allé assez loin sur le sujet. Il faut, en tout cas, c'est un sujet qui devrait monter en puissance. Voilà, tout a été dit.